L'eau chaude solaire de cette installation sert à la fois pour l'eau chaude sanitaire et aussi pour le plancher chauffant. En mi-saison, ça apporte surtout de l'énergie pour l'eau chaude. Le chauffage principal, c'est le bois. Lorsqu'il n'y a pas assez de chauffage bois, il y a le solaire qui est là en complément, mais aussi le réseau EDF. Il y a une petite résistance électrique qu'on choisit ou pas de mettre. Après plusieurs épisodes de gel sur une période de 10 ans qui a cassé des panneaux solaires, la décision a été prise de passer uniquement en photovoltaïque. C'est une manière de sécuriser un petit peu l'énergie solaire sans avoir à gérer les contraintes du gel et de la surchauffe en été. Utiliser les panneaux photovoltaïques pour faire de l'eau chaude, ce n'est pas la priorité, ce n'est pas la meilleure solution au monde. Bien sûr, les panneaux d'eau chaude solaire thermique sont plus performants au mètre carré, mais parfois chauffent trop. Ici, on a une solution qui est relativement simple en termes de régulation de température, plus compliquée en termes de régulation électrique. L'installation ici est partiellement autonome, c'est-à-dire que les petits consommateurs sont en totale autonomie, avec quand même la possibilité de passer sur EDF en cas de problème. Une deuxième partie de l'installation peut être mise sur l'autonome en été, donc quand il y a un surplus de production en plus de l'eau chaude. L'idée, c'est avant tout d'avoir une autonomie d'alimentation électrique de l'ordre de 2 kWh par jour, ça correspond à peu près à la production en mois de décembre, et dès que la saison le permet, de continuer à produire de l'énergie, mais dans l'eau chaude. C'est relativement pratique parce que ça rentabilise l'ensemble de la production d'énergie sans jamais réinjecter au réseau. Le coût moyen d'une telle installation est aux alentours de 7 000 €. C'est légèrement plus qu'un chauffe-eau solaire thermique, mais on a l'autonomie énergétique en plus. Ça couvre approximativement 2000 kWh par an, avec environ 700 pour l'électricité et le reste en eau chaude. Les panneaux solaires ont été installés en toiture à l'emplacement exact où étaient les panneaux précédents qui étaient eux-mêmes étanches. Donc là, c'est de la surimposition. Il a été décidé d'installer des bacs acier en dessous pour faciliter la pose de l'entretien et l'étanchéité. Ce sont des panneaux de déstockage, c'est-à-dire ce sont des panneaux neufs qui ont déjà quelques années, qui ont été invendus. On est sur une technologie polycristallin qui est sensiblement la même chose que le monocristallin. Ça marche très bien. On est sur, je crois, sur du Recom. C'est une marque qui a racheté un Français. Et on a des légères différences de couleur, mais ça n'impacte pas la production. Voilà pour ce qui est de la présentation. Maintenant, allons voir comment on a réalisé ça. L'installation dispose d'une régulation avec un écran qui répartit bien les différentes actions. On voit d'abord la sonde de température, c'est le collecteur, la sonde du bas du ballon, et puis enfin la sonde du haut du ballon. Ça permet de savoir un peu où en est le chauffage. On voit aussi le poêle à bois et comment clignotent les différents circulateurs. Avant, il y avait des panneaux thermiques, maintenant c'est une résistance électrique qui est placée sur le même circuit avec les différentes sondes qu'on peut régler pour EDF, pour le solaire et puis pour le circulateur. Pour les panneaux qu'il y a sur le toit, on doit d'abord enlever les existants, donc ça nécessite de découvrir, enlever les ardoises. Certaines sont pointées, certaines sont accrochées. Enlever les ardoises de rive, c'est celle qui est sur le côté et celle qui est sur le dessus. Une fois qu'on les a enlevées, on peut enlever les ingris autour des panneaux et déboulonner les panneaux thermiques. Donc les panneaux, les voici. Il faut aussi démonter l'installation de plomberie, bien sûr, tous les raccords qu'il y a entre les panneaux. Là, on voit les panneaux qui sont descendus, on les a descendus à la main, sur une échelle, on les a fait glisser, et puis ils sont repartis pour être réparés, puis revendus d'occasion sur l'installation d'eau chaude. Et puis à la place, on va installer un bac acier. Alors on met des tôles côte à côte, avec une distance, un recouvrement suffisant. Et puis on va découper un petit peu le haut des tôles pour faire un recouvrement avec un des morceaux. Et sur les côtés, donc sur les rives, on remet les ardoises pour couvrir au moins une vingtaine de centimètres de la tôle, comme une ardoise pourrait couvrir une autre ardoise. L'étanchéité, c'est assez compliqué sur les bords parce qu'il faut que la tôle qu'il y a en recouvrement soit étanche et agisse comme une ardoise. Donc il faut qu'elle soit par-dessus l'ardoise du dessous et par-dessous l'ardoise du dessus. Donc les ardoises, on les découpe, on les met à la bonne longueur pour qu'on puisse les installer proprement sur la partie haute de la zinguerie. Donc il y a plusieurs méthodes pour découper, soit avec un marteau ou une enclume, soit en rayant l'ardoise et en la cassant. Donc là on voit comment j'installe l'ardoise. Alors c'est pas facile, toutes les ardoises, comme on n'a pas enlevé les ardoises du dessus, il faut réussir à les glisser, soulever, insérer. Là je rivette les différentes tôles puisqu'on a plusieurs longueurs au niveau du toit. L'installation des rails aluminium se fait d'abord par un assemblage au sol, c'est quand même préférable, on assemble, on découpe à la bonne longueur, on découpe à la scie à métaux. Pour assembler les rails, on a des petits manchons à visser. Et puis avant de poser les rails là-haut, il faut mettre toutes les fixations sur le toit. Alors ici ce sont des fixations qui se mettent
par-dessus l'ondulation du toit. C'est-à-dire qu'on fixe au bon endroit, on n'a pas de moyen de réglage autre que la hauteur après. Donc il faut vraiment être au bon endroit, il faut aligner, mettre un cordex. Et une fois qu'on a fixé ça sur la tôle, et ben on peut fixer le rail. Puis une fois que le recouvrement est fait, on peut faire l'installation des supports de panneaux solaires. Une fois qu'on a bien mis les supports, on met les rails. Alors là, tous les rails sont mis à 5 mm près, on va dire. Parce que les rails du milieu, ce sont des rails qui tiennent 2 panneaux à chaque fois. On a économisé une rangée de rails, si vous voulez. Et on n'est pas obligé de faire ça, normalement, on met 2 rails par rangée de panneaux. Et là, on a fait comme ça pour... c'est bien aussi, ça tient très bien et ça économise une rangée au niveau du coup. Donc les panneaux, les rails, ils sont mis bien alignés, bien de niveau. Et une fois que ça c'est fait, on peut mettre les panneaux un par un et les raccorder au fur et à mesure. Alors les éléments de fixation qu'on voit là, ils sont sur les côtés, ils sont pincés. On pince les panneaux pour les fixer. On a un petit élément qui vient se glisser dans la rainure du rail. Et on vise très fort, vous voyez. Et là, cette petite équerre, elle est réversible parce qu'il y a plusieurs hauteurs de panneaux. Voilà, et la fixation des rails, c'est pareil. Les tests que j'ai réalisés en atelier sur l'onduleur hybride bleu, qui révélait un petit souci de tension sur les panneaux solaires, étaient en fait un souci un peu plus gros. Je ne sais pas si c'est de construction ou si c'est un défaut du produit, une panne. C'est-à-dire qu'il y avait un petit peu plus de courant que ça qui allait dans les panneaux, et lorsque les panneaux solaires montaient en tension, aux alentours de 300 volts, la régulation s'emballait un peu, et réinjectait un peu trop d'énergie dans les batteries avec des hausses de tension par à-coup, ce qui mettait en défaut l'onduleur principal là-haut. Et un certain nombre de parasites magnétiques créaient d'autres défauts comme l'allumage d'un petit voyant qui est le petit voyant du coffret qui n'est pas du tout raccordé dessus, s'allumait par à-coup parce que 300 volts en magnétisme ça peut allumer des lampes à distance quoi. Donc j'ai décidé de me séparer de cet appareil parce qu'il y avait trop de bugs, trop de problèmes. Il chargeait pourtant, mais il créait vraiment beaucoup de soucis. Et c'est pour cela que j'ai descendu en tension. Je suis parti sur un régulateur que je connais, qui est fiable. Et 300 volts, c'est trop pour lui. Lui, c'est 150 volts. Donc j'ai été obligé de créer un montage série parallèle. Il y en a qui ça parle. C'est-à-dire que tous les panneaux solaires ne servent pas à la résistance électrique et tous les panneaux solaires ne servent pas à l'autonomie électrique. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de 2/3 à peu près sur le montage suivant. Donc sur ce montage, on voit qu'il y a 3 panneaux qui servent exclusivement pour l'eau chaude et 3 panneaux qui servent exclusivement pour l'autonomie.
Et les 3 autres panneaux sont hybrides, on va dire, passent de l'un à l'autre. C'est la loi des courants, la loi des nœuds qui permettent de réguler un petit peu, et ça marche très très bien. Avec l'illustration que vous allez voir, lorsqu'on on ne chauffe pas du tout l'eau, on a suffisamment de puissance, ça correspond à la puissance du régulateur qui est à peu près de 1600 watts. Et pareil pour les résistances, on est dans les 1600-2000 watts, on est bien, on est vraiment bien. Alors c'est pas vraiment un hasard, hein, j'avais dimensionné à l'avance, mais quand même, normalement, fonctionnement en 300 volts, on avait quelque chose de tout à fait cohérent. Et on pouvait avoir 100% de l'énergie sur l'électricité pour l'autonomie et 100% de l'énergie sur la chaleur. Là, on ne peut plus le faire. Donc sur les prochains projets, je dimensionnerai différemment. Je m'arrangerai pour que les régulateurs solaires soient à peu près dans les 250 volts et que les résistances électriques soient aussi dans ces tensions-là. Et donc j'arrête d'utiliser du matériel chinois, hybride, pas cher, WKS, Superwatt et ainsi de suite. Voilà. Mais voilà, on a une installation qui marche super bien. Bon, nous revoilà. J'ai réussi à câbler mes fils. On a bien 0 volts, 100 volts, 105 et 210, 220 à peu près. Donc c'est bon, on a nos 2 tensions, un peu spéciales. Notre couplage série parallèle de panneaux avec 8 ampères par boucle. Donc on va pouvoir finir le raccordement en bas. Je peux enlever les échelles de toit surtout. Parce que faire ça par jour de tempête, on a eu de la grêle tout à l'heure. C'est de la glace. On avait dit que c'était de la grêle avant. Oui, mais la grêle, c'est de la glace. Regarde, c'est des petites billes de glace. Il y a au moins 3 cm de petites billes. Ouais, mais on peut même pas sortir dehors. On glissera. Bah oui, ça remplisse à fond et ça fait de la pluie partout, de l'eau. Alors pour la mise en service des batteries, j'ai bien entendu testé le niveau d'eau, vérifier le niveau d'eau, vérifier au pèse acide comme dans mes vidéos précédentes. Et là je mets en place un système de remplissage automatique, on va dire. On peut le rendre complètement automatique, mais là c'est on va dire semi-automatique. Plutôt que faire le niveau de chaque batterie une par une et de contrôler une par une, je mets un système de flotteur. Alors je vous montre à quoi ça ressemble. Ça va remplacer, ces bouchons bleus vont remplacer les bouchons jaunes. J'enlève les bouchons jaunes, je les mets dans la boîte. Donc on n'aura plus de vue sur le niveau quand on ouvrira le bouchon. On aura un petit flotteur comme ceci, vous voyez, qui bouge. Une fois qu'il est dans le liquide, eh ben, il se met à flotter. Quand il se met à flotter, il se rapproche, il permet un petit voyant blanc. On appelle ça un voyant, mais c'est juste que voilà, quand on le met tout près, on le voit très bien. Donc on sait que le niveau est bon, et quand il descend, le niveau n'est pas bon. Il y a une petite vanne à l'intérieur qui coupe l'arrivage du liquide et qui permet au liquide de passer au flotteur suivant. Donc, ils sont tous raccordés entre eux, le liquide arrive d'un côté, les petites bulles d'air qui se baladent aussi. Ça remplit un par un, bon en fait ça remplit tous en même temps, mais le liquide a tendance à d'abord remplir le premier élément, parce qu'après il n'y a plus de pression pour le reste. Parfois, lors du remplissage, on est obligé de tapoter un peu dessus, parce que c'est du plastique, ça peut gripper. On peut contrôler avec le pèse acide via ce petit trou. Il y a un petit trou ici, ça évite d'avoir à enlever à chaque fois les bouchons. Donc moi là je vais les remettre en place, je vais redécouper des bouts de tuyaux de la bonne longueur pour tous les assembler, puis je vais tester bien sûr. J'ai un bidon de 5 litres à côté avec une vanne, et l'idée c'est qu'on sort le bidon, on l'accroche en hauteur, ou on le pose sur la tablette, on ouvre la vanne, et puis quand ça coule plus, on referme la vanne, et puis on remet le bidon, puis on fait ça périodiquement. Et pour savoir si le niveau est bas, on regarde les différents flotteurs, et s'ils sont tous bas, par défaut, on sait qu'il manque du liquide. Vous remarquerez que l'écart n'est pas énorme, il y a 5 mm d'écart entre le haut et le bas. Mais c'est déjà une petite perte de liquide, donc ça incite à faire les niveaux plus souvent. Je voudrais vous montrer quelque chose. Donc là on a le bouchon d'origine, avec la petite grille de niveau, à côté du flotteur. On est dans les mêmes caractéristiques. On fait attention à ça quand on met un flotteur.
Et autre élément que je voulais vous montrer, il y a un petit truc blanc là sur les batteries, des petits bouchons. Alors quand on a ça sur une batterie, c'est que c'est une batterie qui est compatible avec un système de recharge par infiltration d'air. On injecte de l'air dedans pour brasser l'acide. On peut le faire sur à peu près toutes les batteries de ce type. S'il n'y a pas le bouchon, on fait un trou, on injecte avec un petit tube pareil. Ça peut être utile dans certains cas, quand il y a un usage intensif. Alors j'ai mis tous les flotteurs sont en place, on remarque que les niveaux sont bons partout. Et je vais vous montrer comment on fait, même si là il n'y aura pas d'eau qui va aller dedans. Très peu en tout cas. Le bidon il est là. Alors moi j'ai pris un bidon standard de 5 litres d'eau déminéralisée. J'ai ouvert sur le côté. Ça sert un peu d'entonnoir. Parce que c'est plus pratique comme ça. Des raccords laiton avec de quoi raccorder le petit tube. Une vanne que là je vais ouvrir. Puis on met du liquide dedans et ça coule. Alors là il y a déjà du liquide. Je vais juste renverser. Vous allez voir ça va couler dans le tube. Voilà. Hop. Et on voit les bulles passer. Et puis elles vont pas partout. Ça permet de voir qu'il y a une fuite sur un tube d'ailleurs. Donc voilà, il y avait un petit tube à remplacer qui était percé, qui était abîmé. Là, je l'ai remplacé et ça va mieux. Donc là, il n'y a pas d'eau qui va dans les éléments parce que tout est bloqué. Et je referai le premier mise en service, je la ferai avec le client. Il faut attendre que le niveau baisse, lui expliquer comment on fait. Alors le système que j'ai fait, j'ai bien mis les condensateurs à l'intérieur sur chacun des sectionneurs. Sur chacun des contacteurs, j'ai installé mes petits condensateurs et j'ai mis un ventilateur. Je voulais en mettre un plus petit. Bon, j'ai mis celui que j'avais en stock, je verrai si j'en mettrai un plus petit après. Ça permet de bien refroidir les contacteurs parce qu'ils sont quand même à 60-70 degrés. C'est une température tout à fait normale quand on les fait fonctionner en continu. Et donc pour être sûr qu'une fois qu'on a fermé dans la boîte, on n'est pas en train de surchauffer. Donc à la place de l'onduleur hybride qu'on a vu tout à l'heure, j'ai installé un chargeur réseau qui est relativement standard, 24 volts 15 ampères, et un régulateur MPPT de la marque Xantrex, mais maintenant ça a été racheté par Schneider. C'est un de ceux qui fonctionne le mieux, je le connais depuis plus de 10 ans, jamais eu de soucis là-dessus, et je sais parfaitement le paramétrer, il y a tous les historiques dedans, donc c'est quelque chose de fiable, j'ai pas d'inquiétude avec ça. Donc là on est sur quelque chose que je connais sur le long terme, et là je sais que je vais pas avoir d'ennui. Sauf qu'effectivement il est limité à 150 volts, donc il a fallu que je fasse une boucle en 150 volts exprès pour lui. Bon là aujourd'hui il a produit 1625 watts en maximum et à peine 1 kWh parce que je l'ai mis en service tout à l'heure. Au niveau du coffret de la maison, alors d'habitude je fais pas ça sur un coffret de maison, je fais ça plus sur mon coffret à moi et après les gens ils se débrouillent s'ils veulent brancher sur une maison ou pas. Mais là pour ce chantier là c'est sur une maison. Tout est sur EDF actuellement, on est sur 3 phases et moi ce que je vais faire c'est que sur chaque phase je vais isoler des circuits avec un inverseur de source. Permet de passer d'une source 220 à une autre avec une position neutre au milieu pour être sûr qu'on coupe bien le courant et qui servira à passer en autonomie une partie de la maison en fonction de la quantité d'énergie qu'on produit. C'est-à-dire, c'est comme si on avait une position hiver, une position été et une position secours, si vous voulez. Donc on peut avoir le choix de tout mettre sur EDF, de tout mettre sur l'autonome et d'en mettre qu'une partie en choisissant. Et bien sûr, il y a un certain nombre de circuits qui n'iront jamais sur l'autonome parce que le four, il y a des choses que ça ne correspond pas à la puissance de l'onduleur. Mais pour des raisons de commodité et de survie, on va dire, s'il y a une coupure EDF, il faut qu'on puisse quand même téléphoner, faire un certain nombre de choses qui ne sont habituellement pas sur l'autonomie. Moi, je ne vais pas mettre sur l'autonomie la box internet par exemple parce qu'elle consomme 24 heures sur 24. Je vais considérer que c'est un secours. Pareil pour la pompe à eau. La pompe à eau, on va la mettre en secours. J'ai installé quelques étiquettes sur mes sectionneurs, sur mes inverseurs. Là, en haut, le réseau, en bas, EDF. On ne voit pas très bien, hein. Donc là, j'ai essayé de meubler avec l'existant. J'ai mis des petites étiquettes en plus de l'existant. Il faudrait que j'informe le client. Donc en gros, sur ces inverseurs, sur la partie de gauche, moi j'ai mis la partie qui est le plus souvent sur l'autonomie. Très certainement sur le solaire 90% du temps. Si en hiver il n'y a pas assez de soleil, vraiment, ils peuvent passer sur le réseau. Et la partie droite, c'est plutôt quand il fait beau, c'est-à-dire un peu en ce moment. Là, on est sur la mise en service, donc j'ai essayé sur le réseau parce que la première semaine, on va voir comment ça se comporte. Les tests de ces 5 derniers jours que j'ai réalisés sans les résistances électriques, puisque la maison était vide pendant 5 jours, ont révélé que l'autonomie énergétique, c'est-à-dire la partie qui est alimentée en permanence, c'est-à-dire le frigo, congélateur, éclairage, sont un tout petit peu énergivores. Bon, je vais régler ça, mais globalement correspondent à 1,4 kWh jour. C'est correct. C'est largement couvert par le photovoltaïque, du coup il est en veille souvent. Donc là j'ai remis en marche les résistances électriques et on va voir si tout se passe bien dans les prochaines semaines. Normalement il n'y a aucun souci. Voilà, installation concluante et sécurisée. Maintenant si vous souhaitez faire le même genre d'installation, c'est beaucoup de technique.
mais c'est réalisable. Un grand merci à ceux qui ont donné un coup de main pour la réalisation de cette installation de manière bénévole. Pour les autres projets, moi d'habitude je n'interviens pas sur l'habitat, j'interviens réellement sur la réalisation des équipements. La pose des panneaux solaires en toiture, normalement je ne fais pas. Je préfère quand c'est sur une structure à l'extérieur avec un local technique, mais au moins ça vous permet de voir que c'est possible. Au revoir, je ne vous dis pas de vous abonner, vous faites ce que vous voulez.